Vous allez parler ainsi. Bien, chers amis, mon confrère et ami Lucien Belli est malheureusement souffrant aujourd'hui, donc c'est avec plaisir et grand honneur que je reçois en son nom et en votre nom à tous Pierre Rosenberg dans le cadre de ce cycle sur le grand siècle. Quelques mots sur le parcours de ce très grand historien de l'art qui a conduit toute sa carrière professionnelle au musée du Louvre à partir de 1962 comme conservateur puis conservateur général. Il a dirigé le département des peintures entre 87 et 94 avant de prendre la direction de l'ensemble de l'établissement jusqu'en 2001. Expérience incomparable qui lui a inspiré un dictionnaire amoureux du Louvre en 2007 et je crois qu'il sera disponible pour la signature à la fin de cette séance comme d'autres livres de Pierre. L'action de Pierre Rosenberg s'est nourrie des recherches savantes qu'il a menées sur les très grands artistes des XVIIe et XVIIIe siècles à partir de l'étude de leurs dessins, de leurs peintures et il a publié, bien sûr, vous le savez tous, le catalogue des dessins de Poussin et celui de ses peintures présentes au Louvre. Cet immense travail a valu à Pierre Rosenberg une reconnaissance internationale. Il est membre de nombreuses académies et, depuis 1995, membre de l'Académie française. Vous savez que ces séries réunissent des membres de toutes les académies lorsque c'est possible. Pierre Rosenberg est aussi un collectionneur passionné pour qui collectionner rend très heureux. Et il a rassemblé, excusez du peu, 700 tableaux, 3500 dessins et 600 animaux en verre coloré de Murano. Souhaitant que le public puisse avoir accès à ces trésors, il a su convaincre un autre passionné, le regretté Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, de créer le musée du Grand Siècle installé à Saint-Cloud et dont mon ami Alexandre Gady, collègue de la Sorbonne, est l'actuel directeur conservateur. La conférence de ce soir est l'occasion de saluer un historien qui fait naître un musée d'art et d'histoire pour défendre et illustrer le grand siècle. Pierre, je vous donne la parole immédiatement en vous remerciant beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel et chers amis, mes chers confrères, chers amis, Poussin est le plus grand peintre français. Je ne vois pas qui pourrait lui prendre cette place. Peut-être Cézanne. Vous avez le droit de choisir un autre grand peintre français, mais j'essaierai de vous convaincre que c'est le plus grand peintre français. Est-ce qu'il est français? Il a passé toute sa vie, l'essentiel de sa vie en Italie. Et dans ma jeunesse, il y avait une grande querelle pour dire Poussin, peintre français, peintre italien. Alors, c'était une querelle qui opposait les deux plus grands historiens d'art de l'époque, deux Anglais qui en général n'étaient jamais d'accord, mais qui l'étaient sur ce point, Sir Anthony Blunt et Sir Denis Mahon. C'est une querelle qui maintenant n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être d'abord parce que, pour plusieurs raisons que je vais vous exposer très vite, mais aussi parce que nous sommes tous d'accord pour dire aujourd'hui que Picasso est un peintre espagnol et qu'en conséquence, Poussin est un peintre français. Je dirais même plus, il était français et assez chauvin. Dans sa correspondance, on le voit qu'au fond, il était très attaché à la France, mais il n'aurait jamais pu vivre ailleurs qu'à Rome, la ville où il a été heureux. Et si on devait essayer de quand même un peu le qualifier un peu mieux, on peut dire qu'il est un peintre romain, on peut dire aussi qu'il est un peintre normand. Il est né aux Andelys en 1504. Je voudrais tout de suite préciser un point. Poussin est le plus grand peintre français, mais c'est un peintre difficile. Il a mis la barre très haut. C'est un peintre que l'on ne découvre que si l'on prend son temps pour regarder l'un après l'autre ses tableaux. Il faut en regarder qu'un seul. C'est un peintre extrêmement ambitieux. Et au fond, s'il n'est pas populaire, s'il n'est pas aimé, si ce n'est par les historiens d'art de tous les pays et par les peintres, même les peintres les plus contemporains, je pense à Jeff Koons par exemple, il a ce public-là des peintres et il a le public des historiens d'art. Mais le grand public, celui qui admire les autres grands génies du XVIIe, que ce soit Rembrandt ou Velázquez, ce public-là, il ne l'a pas. Il a mis la barre très haut et il demande, pour qu'on l'admire, une espèce de culture et une espèce de compréhension de toutes sortes de sources antiques, notamment
que tout le monde n'a pas. Je vais essayer de vous convaincre que l'effort qu'il faut faire pour découvrir Poussin n'est pas si compliqué que ça. Il est né aux Andelys, en Normandie, en 1594, et on ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse. On ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse. Je vais tout de suite vous montrer. Ça ne marche pas. L'écran là de contrôle n'est pas... Du coup, je ne vois pas ce qui se passe là. Oui. Et parce que l'écran de contrôle ne fonctionne pas. Je vais tout de suite vous montrer ses traits par les deux seuls portraits qu'il ait peints, deux autoportraits qui datent des années 50, qu'il a peints pour deux de ses principaux mécènes, dont je ne vous parlerai pas plus tard, qui sont à la fois Pointel et Cerisier, deux de ses principaux mécènes. Les deux autoportraits le montrent dans deux versions assez complémentaires. L'un, c'est le Poussin sévère, le Poussin austère, le Poussin maître de lui comme de l'univers, fier de son succès. Il est connu à cette époque-là, il est même plus que connu, il est célèbre. L'autre est plus intime, plus attendrissant. Le Berlin conserve l'attendrissant, mais je ne vais pas me tourner, non, je ne vais pas me tourner en permanence pour contrôler que si les images sont bien celles que je souhaite. En tout cas, ces deux autoportraits, il faut se les garder en mémoire parce que ce sont deux images d'un homme très sûr de lui, très conscient de son supériorité intellectuelle, d'un homme tout à fait conscient de son talent, bien qu'il ait refusé toute sa vie de faire des portraits qu'il considérait comme un genre mineur. Pour lui, la peinture, c'était l'invention, l'imagination, la pensée. Donc il est né en 1594 aux Andelys. On sait très peu de choses sur son éducation, que ce soit à Rouen, chez les Jésuites, que ce soit à Paris ou que ce soit à Lyon. Et j'en profite pour vous montrer tout de suite une des grandes découvertes des dernières années, ce tableau que le musée de Lyon a acheté, qui est La mort de Quionnet, un tableau qu'il a peint à Lyon et qui est un tableau absolument magnifique. On connaît très peu de tableaux peints par Poussin avant 1594 et cette mort de Quionnet prouve que c'est un artiste déjà très formé qui va ensuite très rapidement se rendre en Italie. Donc l'idée que défendaient les Anglais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le Poussin devait tout à l'Italie, qu'il n'avait, quand il a quitté la France à l'âge de 30 ans, aucune connaissance de la peinture et que tout ce qu'il avait appris, il le devait à Rome, s'effondre un petit peu à la suite de la découverte de ce tableau, acheté par le musée de Lyon. Donc, si il ne peut quitter Paris qu'en 1624, à 30 ans, c'est que le voyage était difficile, qu'il avait peur lui-même d'affronter la ville qui était la capitale des arts. Et s'il a pu faire ce voyage avec un certain confort, c'est grâce à cet homme. Je ne sais pas comment je vais faire pour contrôler. Oui, c'est bien ça. Cet homme, c'est Marino Marini. C'était le plus grand poète italien de l'époque. Il vivait à Paris, protégé par Marie de Médicis. Et il a écrit un poème très très long qu'on considère comme le plus long de la littérature italienne. Et si vous allez à l'heure actuelle à Rome, une grande exposition lui est consacrée au Palazzo Borghese, car c'est une personnalité très importante. Il a découvert Poussin un peu par hasard et il l'a formé. Il lui a appris l'italien, il lui a appris le latin. Et c'est grâce à Marino que Poussin peut affronter l'Italie, assez sûr de son talent. Avant de partir d'ailleurs pour l'Italie, il peint pour Notre-Dame une mort de la Vierge qu'on a elle également retrouvée relativement récemment, qui prouve en fait que c'était vraiment le plus grand peintre français de sa génération qui quitte Paris pour Rome en 1624. Alors là, il y a toute une légende qui s'est mise en place, toute une légende pour nous expliquer qu'il a une légende pour dire qu'à Rome, quand il arrive, il est dans la misère, ses protecteurs sont tous partis, Marino va mourir à Naples, etc., etc. Quand on regarde les choses de plus près, s'il a dû avoir quelques mois assez durs à Rome à son arrivée, très vite. Et parce que cette légende, c'est lui-même qui l'a un peu répandue, c'est la légende de l'artiste miséreux, une légende qu'on répète très souvent pour des artistes plus récents. Et très vite, en fait, il est reconnu. Très vite, en fait, il s'impose et il prend vraiment très vite place parmi les artistes qu'on respecte. Alors, il arrive à Rome et il ne sait pas très bien quoi peindre. Il cherche un peu des clients, il n'a pas encore de clients, et il se spécialise dans toutes sortes de tableaux. Il se spécialise d'abord dans les tableaux de nature érotique. Par exemple,
cette nymphe épiée par un satyre. Vous me dites si les images ne coïncident pas avec ce que je vous dis, de manière à ce que je me retourne pour voir ce qui se passe. Donc cette nymphe épiée par deux satyres, qui est un tableau évidemment assez érotique. Vous voyez le satyre qui est au fond, qui regarde la nymphe. C'est pas très bien ce qu'il fait, mais on peut assez simplement deviner ce qu'il fait. Ce sont les tableaux érotiques qu'il peint à ce moment-là, parce qu'il a besoin de se faire connaître, parce qu'il a besoin de clients. Et c'est des tableaux qui, évidemment, lui ont valu déjà une réputation à un moment où ce genre de tableau était encore considéré comme assez scandaleux. Il peint aussi des tableaux héroïques. Et s'il devient célèbre, en 1627, c'est grâce à ce tableau, La mort de Germanicus, qui est un tableau qui a fait sensation à Rome. C'était le premier tableau où on peignait un exemple de vertu. Germanicus est un général qui est empoisonné par un des rivaux. Il était très aimé par ses généraux qu'il commandait. Et il était en train de mourir. Vous voyez sa veuve et ses enfants. Vous voyez les généraux, chacun exprime son émotion, sa compassion, sa tristesse. Et ce tableau, cet exemple de vertu, cet exemplum virtutis, l'a rendu célèbre. Poussin, pendant longtemps, a été considéré comme le peintre de tableaux héroïques, de tableaux de cette nature-là. Et par exemple, l'admiration sans borne que David apportait à Poussin, c'était au Poussin héroïque que vous avez sur l'écran, un Poussin héroïque que nous aimons moins maintenant que les allégories plus sensuelles pour les tableaux. Et donc, la mort de Germanicus le rend célèbre. Il reçoit, à la suite d'ailleurs d'une commande, il reçoit tout de suite une énorme commande qu'il décroche non sans difficulté grâce à la protection des neveux du pape. Urbain VIII, le pape de l'époque, un pape très cultivé, était francophile, et ses neveux, les cardinaux Barberini, notamment celui qui lui commande le tableau que vous avez sur l'écran, que vous ne pouvez plus voir au Vatican, mais que vous pouvez voir au musée du Vatican, mais pas dans l'église de Saint-Pierre, où il est remplacé par une mosaïque. Ce tableau-là, ce martyr de Saint-Érasme, prouve que déjà, nous sommes en 1627, 28, 29, ce que prouve qu'à cette date déjà, une commande de très grande importance lui est passée. Il peindra quelques autres tableaux de commande, mais très peu, car en fait, il a très vite compris que son génie, c'était pour des tableaux d'un format plus modeste, c'est un très grand tableau, et des tableaux qu'il pouvait peindre seul et en pouvant se concentrer sur une toile qu'il avait sous les yeux. Donc cette commande est assez unique dans son œuvre, elle n'est pas unique tout à fait, mais assez unique dans son œuvre, car il a très vite compris que ce n'était pas son coup pour dire de faire ce genre de tableau, pour parler simplement. Donc le martyr de Saint-Érasme est un tableau très remarquable, très admiré, qu'il a mis en concurrence avec les principaux peintres de l'époque, le Guido Reni notamment, le dominicain qu'il admirait beaucoup, mais aussi Valentin, qui avait lui aussi reçu le peintre Valentin de Boulogne, dont vous avez peut-être vu il y a quelque temps une exposition à Paris. Eh bien, il était en concurrence avec ce genre d'artiste, et il y a eu une grande discussion à Rome en 1630 qui a opposé toute la critique d'art de la Rome de l'époque, tous les érudits, toute la cour des Barberini, les peintres, pour savoir si Poussin était celui qui avait le mieux peint un tableau pour Saint-Pierre. Ce sont les années, évidemment, où il cherche à s'imposer dans toutes sortes de genres, et je vais vous montrer toute une série de tableaux de ces années-là. Le premier, c'est La peste d'Azode, tableau qui est au Louvre, est un tableau évidemment assez épouvantable. C'était évidemment un épisode biblique que vous connaissez, et vous voyez évidemment la mère qui se bouche le nez, les enfants qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Là encore, un tableau qui est fait pour faire peur, mais en même temps une réflexion sur cette peste et sur ce qu'elle signifie, la vengeance de Dieu contre ceux qui n'ont pas voulu lui obéir. Toujours dans ces mêmes années, il peint tout ce tableau, toujours tiré de la Bible, ce Moïse adoucissant les eaux de Mara, qui est un tableau c'est un des premiers tableaux qui a pour thème Moïse. Poussin a eu une vénération pour Moïse, qu'il a peint toute sa vie, et dont il a considéré que la vie elle-même, la Bible, telle qu'elle rapporte la vie de Moïse, était une manière d'évoquer la providence divine, et aussi cette paternité que Moïse assume et qui assurera le triomphe de la chrétienté. Je vous montre enfin un tableau qui pose toutes sortes de problèmes,
qui est à conserver au musée Comté à Chantilly, le massacre des Innocents. Picasso disait, c'est de l'actualité qui me fait dire cette phrase, que lorsqu'on avait vu ce tableau, on comprenait Auschwitz. Et c'est un tableau d'une extraordinaire violence qui montre donc cette mère qui essaie de sauver son enfant. Et il y a tout un jeu des mains qui se met en place. C'est un tableau très effrayant et très violent. Je vais faire un peu d'histoire de l'art à ce propos. J'ai marqué, vous voyez sur l'écran, je crois que j'ai marqué la date 1627-1628. La chronologie de l'œuvre de Poussin est quelque chose de compliqué. Elle est assez complexe et les historiens d'art de plusieurs générations, y compris la mienne, se sont beaucoup disputés sur les dates des tableaux de Poussin. Car les tableaux de Poussin signifient autre chose selon la date à laquelle ils sont peints. Alors, il y a ceux qui prétendent que le tableau est de 1624, à l'arrivée à Rome, que c'est un tour de force d'un jeune artiste, et il y a ceux qui prétendent au contraire que le tableau ne peut avoir été peint qu'en 1632, à la suite de la publication posthume par Marino Marini d'un de ses grands poèmes qui s'appelle Le Massacre des Innocents. Tout ça n'a pas grande importance sinon que, comme je le disais, la pensée de Poussin évolue, et j'espère que dans la dernière partie de mon intervention, je vous montrerai à quel point cette pensée qui place l'homme au centre de l'univers et au contraire qui lui donne parfois une place bien moins importante, qui traite de la providence, qui traite des hasards de la vie, qui traite chaque fois, qui traite naturellement des grands thèmes, l'amour, la mort, etc., mais qui s'intéresse de plus près aux passions de l'âme. Tout cela a sa grande importance pour celui qui veut pénétrer dans cette œuvre très complexe, très ambitieuse et qui a voulu placer la peinture au plus haut. Je vous montre un autre tableau qui va appuyer un peu ce que je viens de vous dire, que vous connaissez tous, qui sont les bergers d'Arcadie. Le tableau est célèbre. Ce sont des bergers qui sont en Arcadie, donc au paradis, et qui découvrent un tombeau. Et il n'y a pas de crâne sur le tombeau, mais évidemment, l'idée, c'est la mort et même en Arcadie. C'est ce qui est marqué sur le tombeau. Et même en Arcadie, il y a la mort. Et il y a donc les pasteurs qui sont là, il y a ceux qui comprennent, il y a celui qui déchiffre, et puis il y a celui qui a déjà compris ce que veut dire cette mort, qu'on pense en principe en Arcadie, on ignore un petit peu. Il y a des petits détails qu'il faut quand même remarquer sur ces bergers d'Arcadie. Le premier, c'est qu'il y a un des bergers qui pointe son doigt sur une des lettres de l'inscription, sur le R, car on s'est beaucoup interrogé sur le commanditaire du tableau. Et on pense que ce R fait allusion au cardinal Rospigliosi, qui était un des lettrés les plus fins de l'époque à Rome. Et puis il y a un autre détail que je vous demande de regarder. Vous voyez, il y a sur le tableau une ombre, une grande ombre. Et cette ombre a la forme d'une faux. Et bien sûr, une allusion très claire à cette faux de la mort. Donc ces choses-là, il faut les découvrir lentement. J'espère qu'on voit bien la faux sur la reproduction, mais c'est évidemment un point très très important. C'est aussi l'époque où Poussin se plaît à peindre des tableaux plus poétiques, inspirés par le Tasse, et notamment cette Herminie secourant Tancrède, qui est conservée à l'Ermitage et qui est devenue célèbre à cause de l'extraordinaire cheval, le cheval blanc, à l'arrière-plan, qui donne à cette scène. C'est un épisode, évidemment, où les Sarrasins et les chrétiens s'opposent. Et ce cheval est là, pour ainsi dire, pour raconter l'histoire d'une manière plus poétique. C'est l'époque aussi où Poussin commence à avoir beaucoup de commanditaires, de nombreux commanditaires de très haute volée. Et il y a naturellement tout d'abord le cardinal de Richelieu, qui lui commande 3 bacchanales. Je ne vais pas m'étendre sur ces 3 tableaux qui ont donné lieu à des querelles nombreuses parmi les historiens d'art. 2 sont à la National Gallery, l'un est à Kansas City. Ce sont des tableaux évidemment très complexes au point de vue iconographique. Et la bacchanale, c'est-à-dire cette espèce de fête romaine, est pour Poussin l'occasion de montrer sa connaissance de l'Antiquité, sa virtuosité à la recréer en termes modernes, à faire entrer l'Antiquité dans la peinture. Et c'est évidemment des tableaux d'une très grande portée iconographique. Mais dans les mêmes années, il reçoit aussi des commandes de l'Espagne. L'Espagne qui est l'ennemi mortel de la France à l'époque, Richelieu étant évidemment
le grand défenseur de la suprématie française. Mais en dépit de cela, Poussin n'hésite pas à peindre pour l'Espagne, sans doute aussi parce que le roi d'Espagne, Philippe IV, le payait bien. Donc il peint pour lui ce départ pour la chasse de Méléagre et Atalante, un tableau qui est un tableau évidemment très ambitieux aussi, très grand et d'un grand développement archéologique. L'archéologie, Raphaël et le monde antique sont les deux dieux de Poussin. Dans les mêmes années, il rencontre celui qui sera en Italie son principal mécène, qui est Cassiano dal Pozzo, qui lui commande une série de tableaux qu'on appelle les Sacrements. Et ceux qui ont vu l'exposition Poussin de 1994 se souviennent peut-être que les deux séries de Sacrements, je vous montrerai tout à l'heure la seconde série, qui était exposée face à face, était un des grands moments de l'histoire de la peinture, car on comprenait les ambitions de Poussin à travers les 7 épisodes qui montraient sur le tableau, c'est-à-dire les différents sacrements, le baptême, le mariage, et chaque tableau étant une réflexion sur ce moment de notre vie, puisque ça se terminait évidemment par la mort. Il peint à ce moment-là pour l'autre de ces grands mécènes, qui s'appelle Chanteloup. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pointel et de leur Cerisier. Pointel, Cerisier, Chanteloup, c'est les 3 noms qu'il faut savoir, qui ont soutenu Poussin et qui se sont complètement dévoués à lui, complètement, et qui ont fait tout pour qu'il soit célèbre, qui ont collectionné que ses tableaux, rien d'autre, et qui ont défendu sa mémoire après sa mort avec grande ardeur. Chanteloup, il peint pour Chanteloup, avant son départ pour l'Italie, cette manne, qui est un tableau qui lui aussi a été très célèbre. C'est l'épisode biblique des Juifs qui sont égarés dans une sorte de désert et en train de mourir, et Moïse intervient pour que tombe du ciel l'eau et les nourritures qui les sauveront. Un tableau qui a été extrêmement célèbre. Il y a une littérature sur ce tableau immense. Ce n'est pas le Poussin que nous aimons aujourd'hui. C'est un tableau trop complexe, trop littéraire. Il faut lire trop pour le comprendre, pour rentrer dans les ambitions de chaque détail. C'est un tableau qui aujourd'hui a perdu un peu sa flamme. Mais on voit bien que chaque siècle, chaque génération a son Poussin. Je ne sais pas quel sera le Poussin de la génération qui vient, mais en tout cas, vous verrez tout à l'heure les tableaux auxquels nous donnons aujourd'hui la préférence. Poussin est à Rome, il vit très heureusement. J'ai oublié de vous dire qu'il est marié, qu'il se marie en 1630 avec Anne-Marie Duguay, qui était la fille d'un pâtissier établi à Rome. Mariage heureux, sans enfant, ce qui me permet tout de suite d'évoquer un point très important. Poussin, dès la France, mais aussi durant toute sa vie, a été tout le temps malade. C'était un malade. Il avait toutes les coups sur coups des maladies insupportables, l'une plus que l'autre. Parfois, ces maladies étaient pour lui le prétexte d'expliquer à son client qu'il était en retard. Je n'ai pas pu terminer mon tableau parce que j'étais malade, mais il était vraiment malade. Cette maladie pose un problème parce qu'on a tenté de l'identifier. Aujourd'hui, l'on sait d'une manière à peu près certaine qu'il avait une syphilis qui l'a traîné durant toute sa vie, qui explique qu'il n'ait pas eu d'enfant. C'est très rare qu'au XVIIe siècle, des couples n'aient pas d'enfants. Et on s'est beaucoup interrogé sur l'absence d'enfants du couple Poussin. Je pense qu'en effet, cette syphilis qui a eu des conséquences fatales pour Poussin est la raison de cette absence d'enfants. Le couple a été heureux, on sait très bien où ils habitaient, et on voit Poussin devenir riche, mais il deviendra vraiment riche durant son séjour à Paris entre 1640 et 1642. Richelieu, Louis XIII, Sublet de Noailles, qui était le surintendant des bâtiments, c'est-à-dire le ministre des Affaires culturelles de l'époque, veulent à tout prix que Poussin rentre à Paris. Ils veulent à tout prix qu'il rentre à Paris parce qu'il est célèbre, parce que la France a besoin d'un grand peintre, parce que la France a besoin de s'affirmer vis-à-vis de Rome et de dire là, le centre des arts, ça n'est plus Rome, c'est Paris. Alors il se fait prier, il est malade, il a toutes sortes de prétextes. Et à un certain moment, Louis XIII lui écrit personnellement en lui disant « j'ai le bras long », c'est à peu près ce qu'il dit, et si vous résistez un peu trop, j'ai le bras long. Alors Poussin comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de venir à Rome.
Et à Paris, bien sûr, et à Paris, il n'est pas heureux. On le couvre de compliments, de commandes, de choses à gauche et à droite. Et surtout, on lui passe une commande qu'il accepte de réaliser ou de tenter de réaliser, une commande qui est au-dessus de ses moyens. On lui demande de peindre la Grande Galerie du Louvre. Et ça a été pour lui un véritable... il n'avait jamais fait ça. Il n'était pas l'homme de peindre des plafonds. Je vous rappelle que peindre un plafond, c'était ce qui était considéré comme le summum, le sommet de l'art. Un plafond, ça se peint sans qu'on voit ce qu'on fait. On est très en haut, c'est que du sol qu'on voit ce qu'on peint. C'est donc techniquement très difficile. Poussin a cru qu'il pourrait le faire. Et il a échoué. Je vous montre deux photos qui sont, je crois, l'une et l'autre d'actualité. La première, c'est la fameuse tabatière de Choiseul, ce qui montre la Grande Galerie. C'est pas ça. C'est la manne. Bon. Merci de m'avoir prévenu. Ah ben voilà, c'est bien ça. C'est la tabatière de Choiseul qui vient d'être achetée par le Louvre et qui est une très belle publication qui a été faite à cette occasion. Et c'est une tabatière qui a l'intérêt de montrer la Grande Galerie telle qu'elle était au XVIIIe siècle, telle que Poussin l'avait laissée inachevée au XVIIIe siècle. Et c'est évidemment une aventure très impressionnante. Et puisque tout à l'heure, le secrétaire perpétuel, M. Pitt, votre secrétaire perpétuel, faisait allusion au musée du Grand Siècle, le musée du Grand Siècle consacrera chaque année dans son centre de recherche un volume à Poussin. Et le premier volume est paru, et je vous le montre, la couverture de ce volume consacré à la Grande Galerie, qui montre un peu toutes les difficultés que Poussin a rencontrées, les équipes qui l'ont entouré, la cabale qui s'est faite à Paris pour essayer de détruire un peu la réputation de Poussin. Vouet, à l'époque, était le peintre le plus célèbre de Paris. Il se détestait, Poussin et lui. Donc ces 2 années parisiennes sont d'une part des années où Poussin a trop de travail, n'est pas heureux, mais il gagne énormément d'argent. Et la fortune de Poussin, qu'on connaît, est surtout basée, bien sûr, sur les tableaux qu'il avait peints auparavant, mais aussi sur les énormes sommes d'argent que Louis XIII et Richelieu lui versent, et pour tenter de le retenir en France. Par chance pour Poussin, Louis XIII meurt, Richelieu meurt, Sublet de Noyer et n'est plus apprécié, et Poussin peut rentrer à Rome, où il vivra heureux jusqu'à sa mort. Il peut rentrer à Rome jusqu'à sa mort, et il vivra sans jamais vouloir vraiment rentrer en France. Et au fond, l'expérience parisienne est celle d'un échec. À Rome, il arrive donc en 1642, et tout de suite, il faut que je m'interroge sur un point que je trouve assez important, qui consiste à essayer de voir qui est Poussin, avant que je vous présente quelques tableaux de la dernière partie de sa carrière. Pour Blunt, dont je vous parlais tout à l'heure, Blunt est resté célèbre pour ses activités d'espion au profit de la Russie, mais c'était un très grand poussiniste, un francophone absolu. Poussin, c'est le peintre philosophe, c'est-à-dire un peintre philosophe qui réfléchit avec sa tête et qui essaye de trouver des solutions en termes de peinture, mais à partir d'éléments intellectuels. C'est d'ailleurs la manière dont Berdin, qui est le grand sculpteur architecte de la Rome du XVIIe siècle, qui admirait profondément Poussin, disait, lorsque, regardant un tableau de Poussin, il se frappait le front en disant « Monsieur Poussin est qualcuno che lavora di là », c'est quelqu'un qui travaille de la tête. À ce Poussin philosophe, vous avez vu quelques tableaux qui vont dans ce sens, comme naturellement les Bergers d'Acadie. L'autre grand poussiniste anglais de l'époque, c'est l'époque où Poussin n'est ni romain ni français, mais il est plutôt anglais. C'est l'autre, Sir Denis Mahon, voit en Poussin un peintre. Il admire chez lui la virtuosité de l'exécution, le goût des couleurs, la capacité de composer. C'est un peintre pour Mahon, qui privilégie ce qui était son métier et la manière d'utiliser les ressources du pinceau pour s'imposer. À ce Poussin
peintre et à ce Poussin philosophe, Jacques Tuillier, professeur au Collège de France, grand poussiniste, avait opposé un autre Poussin, Poussin peintre libertin. Je vous ai montré un tableau érotique tout à l'heure, à l'introduction pour lui. Poussin se plaisait dans la compagnie de ce qu'on appelait les libertins à l'époque, les gens qui pensaient librement. Et c'était vraiment, pour Tuillier, absolument capital, et pour lui aussi une manière d'expliquer et la vie et l'homme. À ce peintre libertin, et peintre athée, est venu s'opposer un peintre religieux. Il y a pas quelques années, au Louvre, une exposition qui s'appelait Poussin et Dieu. Était-il croyant? Est-ce que ces tableaux sont des tableaux religieux? C'est une grande discussion. Il y avait eu dans le Figaro à l'époque une querelle très amusante entre Marc Fumaroli et Jacques Tuillier, l'un défendant un Poussin peintre religieux, l'autre peintre athée. Ce que Poussin était en vérité, je ne le sais pas très bien. Je crois qu'il fréquentait ce qu'il fallait d'église, mais le moins possible. Et que les phrases assez dures qu'il avait pour le clergé romain ne prouvent absolument pas qu'il n'était pas religieux. Mais c'est l'homme et l'œuvre. Je crois qu'on peut dire que l'œuvre de Philippe de Champaigne est celle d'un peintre religieux. Chez Poussin, les tableaux à sujet religieux dépassent le sujet. Et ils sont toujours l'occasion de peindre un beau tableau, bien sûr, mais aussi de privilégier, non pas le sujet, mais une pensée qui va au-delà du sujet. En conséquence, on peut s'interroger sur cette définition. On peut choisir le Poussin que l'on veut quand on regarde ces tableaux. On peut rajouter évidemment le peintre-poète que Alain Méraud, qui est un grand poussiniste français, défend. Le peintre religieux, c'est plutôt deux autres érudits français qui soutiennent cette hypothèse. Personnellement, j'ai essayé de défendre l'idée, mais j'y reviendrai tout à l'heure, en vous citant Philibien, d'un peintre qui a des ambitions un peu différentes. Je vais vous montrer quelques tableaux de cette période dont vous comprendrez pourquoi je les ai choisis en fonction de ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, la seconde série des Sacrements, celle peinte pour Chanteloup, pardon, excusez-moi, qui sont très différents des premiers et qui chacun réinterprète ces différents moments de la vie humaine, de la confirmation jusqu'à la mort, chaque fois avec une idée différente, chaque fois avec une ambition différente. Ces sacrements, et ça me permet d'évoquer un point que je n'ai pas du tout mentionné à l'instant, ce sont Poussin dessinateurs. Et je vous montre un dessin pour ces sacrements. Le dessin est intéressant parce qu'on voit une chose tout de suite, et ça vaut aussi pour ces tableaux, que par rapport à bien des peintres italiens de l'époque, Poussin n'est pas un virtuose. Le grand plafond de Rome du Palais Barberini, de Pierre de Cortone, il aurait été incapable de le faire. Des dessins de Luca Giordano ou d'autres artistes de Guerchin de la même génération sont des dessins d'une virtuosité que Poussin ne prétendait pas avoir. Lui-même, d'ailleurs, savait ses limites dans ce domaine. Et on connaît peu de dessins de Poussin car il les détruisait à fur et à mesure qu'il en faisait usage pour ses tableaux. Ce dessin-là, cependant, a une espèce de force, une espèce de simplification des formes, une espèce de rien de trop dans un dessin comme ça, qui le fait quand même que Poussin, malgré les réserves que l'on peut avoir sur sa technique, sont assez extraordinaires. Et je vais vous montrer toujours de cette seconde période, la période où Poussin est toujours malade, il se plaint très régulièrement qu'il tremblait de la main, et en effet, à partir des années 45, ses mains commencent à trembler, ce qui évidemment pour un peintre est très handicapant. Mais il ne renonce pas, et au contraire, plus le temps passe, plus il essaie d'approfondir sa pensée, plus il essaie d'évoluer dans une direction de plus en plus pessimiste du monde. Alors je vais vous montrer 3 ou 4 tableaux que vous connaissez tous, qui sont de cette période.
Le premier, c'est Pyramétis Bey, qui est à Francfort, son plus grand tableau de ces années-là. C'est une histoire bien triste de ce lit. Enfin, ce couple essaie de se donner un rendez-vous, mais en s'approchant du lieu de rendez-vous, on trouve un linge ensanglanté, car en effet, il y avait un très méchant lion dans la région, et on croit que le lion a tué, a mangé ou détruit l'un des deux amoureux. Et en fait, arrivant sur le lieu du rendez-vous, l'amoureux se suicide, l'autre le rejoint, trouve son amoureux mort et se suicide à son tour aussi. Donc ça, c'est Pyramétis Bey. Mais ce qui compte dans un tableau comme celui-ci, ce n'est pas l'anecdote, qui bien sûr est là pour distraire, pour vous raconter une histoire et la raconter d'une manière la plus claire possible, mais c'est aussi un grand paysage. Et vous voyez qu'au fond, les deux protagonistes de la scène sont engloutis dans une espèce de paysage beaucoup plus important, beaucoup plus orageux. C'est le paysage qui compte, c'est le paysage qui montre à quel point les hommes, nous, les humains, sommes peu de choses face à une nature qui les dépasse. Poussin n'est pas un paysagiste, c'est un peintre de la nature. Et il n'aurait jamais voulu qu'on le considère comme un paysagiste. Je vous montre un autre tableau qui, cette fois-ci, est presque un paysage pur, qui est le calme, ce tableau que Poussin lui-même souhaitait appeler le calme, et qui est en effet une nature complètement sereine, avec des reflets dans l'eau, un paysage parfait. Mais est-ce que c'est un paysage ou est-ce que ce n'est pas une méditation sur cette nature que Poussin a essayé de peindre et dont il a voulu montrer à quel point elle nous emportait tous. Et le tableau le plus célèbre dans ce genre, c'est bien sûr, vous le connaissez, le Diogène du Louvre. Et là encore, Diogène qui vit dans la pauvreté, Pardon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah ben oui, ça c'est, vous avez le calme là. Donc le Diogène va suivre, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? C'est bien le Diogène. Donc Diogène trouve plus pauvre que lui et casse l'écuelle. Et le tout se passe, le tableau est magnifique avec au premier plan les cailloux au bord de l'eau qui reflètent, enfin les reflets de l'eau sur les cailloux. Et en fait, là encore, l'épisode n'est que secondaire par rapport à la volonté de dépeindre une nature qui permet de réfléchir sur ce qu'elle nous apporte, sur les saisons, sur les différents moments de la vie humaine. Nous sommes là déjà dans les années où Poussin peint lentement, peint difficilement et n'arrive pas tout à fait toujours à mener à bien les tableaux qui lui sont commandés. Et évidemment, vous connaissez tous les tableaux qui sont au Louvre, qu'on appelle les saisons, et qui sont évidemment 4 réflexions, non seulement sur les quatre épisodes bibliques, mais aussi une réflexion sur les heures du jour, avec Adam et Ève, Ruth et Bose pour l'été, et naturellement l'hiver, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et ce sont des tableaux évidemment tout à fait extraordinaires, qui veulent dire quelque chose, qui racontent notre vie, qui racontent les différents épisodes de notre existence depuis la jeunesse jusqu'à la fin de la vie, et qui sont évidemment des sortes de testaments. On ne sait pas grand-chose sur le commanditaire des tableaux. On pense que c'est le duc de Richelieu, pas le cardinal, mais on n'en est pas sûr. On sait seulement que lorsque les tableaux arrivent à Paris, ils ont fait sensation. C'est l'époque où Louis XIV se demande ce qu'il va faire avec Poussin et où il décide de constituer la collection de tableaux de Poussin qui, pour la majorité, encore aujourd'hui, est au Louvre. C'est l'époque où, en effet, Louis XIV, qui, au contraire de Louis XIII, n'a jamais commandé un tableau à Poussin, se veut, toujours pour les mêmes raisons, montrer que la peinture française est l'égale de la peinture italienne, veut, par ses achats et la place qu'il donne à ses tableaux à Versailles, montrer un peu toute l'importance qu'il leur accorde. Je vais vous montrer maintenant une lettre de Poussin, si c'est bien ça qui arrive sur l'écran. Oui, c'est une lettre écrite à la veille de sa mort et qui est assez amusante à lire. Vous voyez, bon, l'écriture de Poussin, la main tremblante,
on sent bien. Et c'est une lettre, la correspondance de Poussin est passionnante à lire. Il avait un vrai talent littéraire. Ce sont des lettres passionnantes parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie à Rome à l'époque. Ce sont des lettres aussi où il se livre un peu plus sur ses ambitions. Et là, je vais vous la lire. J'ai reçu la vôtre, lettre du 10 juillet. Je suis en peine de vous répondre à cause de la débilité de ma main tremblante qui ne peut plus obéir ainsi que vous voyez. Et en effet, l'écriture le prouve bien. Il y a une autre phrase. Et puis il y a une phrase très souvent citée. J'ai quitté les pinceaux pour toujours. C'est la lettre d'un homme qui se sait condamné. J'aurais voulu encore vous montrer 2 photos. D'abord, celle tout simplement du catalogue raisonné des tableaux de Poussin, dont la rédaction est finie et qui paraîtra l'année prochaine en 4 volumes. Et puis ensuite, le tableau lui-même, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc le déluge. Le déluge. Et alors c'est la dernière des saisons. C'est pas ça. Je vois même pas ce qu'on voit. Ah, c'est l'hiver. C'est le déluge. L'hiver, c'est le déluge. L'hiver, c'est le déluge, c'est les 4 saisons, vous avez raison. Mais l'hiver est représenté par le déluge, c'est-à-dire la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est donc une vision extraordinairement pessimiste du monde. Il y a un petit espoir, parce qu'au fond, il y a quand même l'arche de Noé. Il y a aussi les serpents. Il y en a un de plus que ce que vous croyez. Si on cherche bien, vous trouverez un serpent de plus. Et le serpent avait c'était à la fois un être maléfique et un être... mais que Poussin, dans les derniers mois de sa vie, peigne un tableau qui montre la fin du monde, montre bien un personnage qui avait sur la peinture et sur ce qu'elle pouvait dire, et que pouvait dire à ses yeux seulement la peinture, à l'égal de la poésie et de la littérature, montre bien un peintre pour qui les choses ne se passent pas au niveau du simple pinceau. C'est un homme qui avait beaucoup réfléchi. Et je conclurai par une citation de Philibien. Philibien, Poussin a eu de son vivant des grands biographes, des gens qui se sont passionnés pour lui et à qui Poussin lui-même avait un petit peu livré ses confidences. Alors Philibien écrit ceci, et je pense que la phrase mérite qu'on la lise, qu'on s'y attarde. J'avoue que la plus grande satisfaction qu'on puisse recevoir en considérant un tableau de Poussin, c'est qu'en même temps que les yeux voient avec joie, le beau mélange des couleurs et l'artifice du pinceau, donc les yeux voient avec joie, l'esprit apprenne quelque chose de nouveau dans l'invention du sujet et dans la fidèle représentation de l'action que le peintre a prétendu faire voir. Donc les yeux et l'esprit. Et je crois que c'est ça la grandeur de Poussin, d'avoir su, avec les modestes moyens qu'il avait, c'est-à-dire ses pinceaux, en effet, satisfaire les yeux, nous donner cette délectation, un mot qui revient souvent sous sa plume, qui est le plaisir de la peinture, et en même temps nous oblige à réfléchir. Je vous relis la citation. J'avoue que la plus grande satisfaction qu'on puisse recevoir en considérant un tableau de Poussin, c'est qu'au même temps que les yeux voient avec joie le beau mélange des couleurs et l'artifice du pinceau, l'esprit apprenne quelque chose de nouveau dans l'invention du sujet et dans la fidèle représentation de l'action que le peintre a prétendu faire voir. L'esprit et les yeux. Je vous invite à regarder les tableaux du Louvre et de me dire si vous pensez que c'est une bonne définition de son génie. Merci beaucoup. Cher Pierre, de cette promenade extraordinaire dans l'œuvre de Poussin. Nous avons le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a... Vous avez un micro à côté de vous? Non, je ne vois personne. Non, mais vous avez été très exhaustif. Bien, aucun remords. Donc si certains d'entre vous veulent se procurer les œuvres de Pierre Rosenberg et les faire dédicacer, je pense que Pierre peut rester à sa place. Voilà, vous allez voir notre libraire et je vous recommande aussi, j'en profite, de visiter la librairie des Immortels qui est sur la place de l'Institut où vous avez
la plupart des livres récents publiés par les académiciens, mais aussi beaucoup d'autres livres. C'est une excellente librairie, fréquentez-la, parce qu'elle représente cette volonté qu'a l'Institut maintenant de rayonner en dehors de ses murs. Nous avons eu samedi soir la nuit de la lecture où la coupole était archi pleine, il y avait des gens debout. Donc nos conférences, votre présence ici montre à quel point c'est important pour vous et pour nous. Donc nous sommes dans notre mission et s'il vous plaît, lisez nos livres. Voilà, merci beaucoup.